Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova, bienvenue dans la dernière, en direct en public du Théâtre L'Européen à Paris. Nous sommes le dimanche 7 décembre 2025. Formidable ambiance. 7 décembre 2025. Alors pour vous situer dans le temps, si vous nous écoutez dans le futur, on est presque un an et demi avant la future élection de Louis Sarkozy comme président de la République. On a hâte, plus de feux rouges, plus de panneaux de signalisation, plus de règles, plus de lois, de la coke gratos, du LSD à la cantoche, de la mangue obligatoire. Ce sera tellement incroyable que ce sera à peine croyable. Vous connaissez déjà les classiques. J'ai une pensée émue pour son conseiller en communication qui vient d'être interné pour son 12e burn-out en 3 jours. Mais c'est ça les génies. Et moi les génies, je vais vous dire, je les connais bien, je travaille avec. La génie des mots et des histoires, la fabuleuse mais néanmoins légendaire Juliette Arnaud. Bonsoir. Ça va Juju? Très bien. Impeccable. Le génie de l'absurde et de l'éloquence, l'incroyable mais néanmoins en descente. Aymeric Lompré. Bonjour. Ça va? Et le génie de la punchline et de l'analyse pondérée. Le mirifique mais néanmoins ronchonchon. Pierre-Emmanuel Barré. Bonsoir. Vous voulez encore d'autres génies? On en a plein d'autres. Nous rejoindrons pendant l'émission Hakim Omiri, Florence Mendez, Mathilde Larère. Allez, on est parti sans plus attendre. On va répondre aux questions que vous nous avez posées sur notre adresse mail, je la rappelle, la dernière, @radionova.com. Et on commence avec une question de Patrick. En tant qu'ancien militaire, encore en obligation de disponibilité, si la guerre éclate, je peux faire quoi pour ne pas y retourner? Excellente question, Patrick. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de te lancer en politique et de devenir président de la République. Tu pourras regarder les gens se faire tuer de loin, bien confortablement assis dans ton fauteuil club, en appelant tous les soirs le président de l'armée d'en face pour compter les points en sirotant un brandy. Par contre, Patrick, si tu deviens président, tu risques de cesser d'écouter la dernière, parce qu'on va être très, très désagréable avec toi. Allez, on passe à la question de Zacharia. Bonsoir la dernière, j'ai une question pour Aymeric Lompré. Une amie m'a récemment affirmé que le polyamour, c'est naze et consumériste. Le polyamour est-il de droite? Bonjour Zacharia, oui, c'est de droite. De toute façon, sache Zacharia que ici, pour tous les gens dans cette pièce, tout est de droite. Hein. Bien que tout à l'heure, j'ai tiré la chasse d'eau juste après avoir fait mon petit popo. Guillaume est arrivé en me hurlant dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La chasse, c'est 1 fois par an, nazi! La semaine dernière, j'ai proposé qu'on change les gobelets en plastique. Ça fait 10 ans qu'on les a. Juliette a commencé à me foutre des gifles. Et les tortues, tu penses aux tortues? Crois-moi, cette émission n'est pas le tout repos pour nous, les modérés. Pas vrai, Pierre? Et oui. Allez, on enchaîne avec une question de Jamy. Bonjour la dernière. Que faire pour ne pas se laisser abattre quand le monde ressemble à une dystopie? Avez-vous des techniques pour aller mieux quand on a envie de tout péter? Alors moi, Jamy, je lis des dystopies. Justement, comme ça, je suis prête. Et en le lisant, j'ai bien compris qu'en tant que femme non fertile, je vais mourir tout de suite. Et aussi, je regarde CNews, parce que Guillaume, c'est mon idole. Et je sursaute en entendant Pascal Praud se féliciter que dorénavant, l'émission C'est ce soir sur France 5 invite beaucoup plus de gens de droite. Comprenez ? Extrême droite. Alors là, qu'est-ce qui fait mon cerveau? Eh ben, il lâche. Et j'ai plus du tout envie de tout péter. J'ai envie de ma couette, de ma chatte et d'une aventure du Club des 5. Allez, on passe à la question de Kevin. Salut la dernière. Vu que Sophie Binet a le droit, elle aussi, à un dépôt de plainte, seriez-vous prêt à lui faire une place dans votre émission? Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que bientôt on va pouvoir faire un club, le club de la plainte. D'ailleurs, on ajoutera aussi les créateurs du jeu Fachorama, contre lequel Laurent Nunez, encore lui, Laurent Nunez, a porté plainte. Donc a priori, Fachorama, il s'est senti visé le gars. Donc si vous faites un jeu Cuvapisorama, peut-être il porte plainte aussi. Ça, et non mais c'est un bon moyen, je trouve, quand même. Et là, je sais pas. Vous êtes en train d'applaudir Laurent Nunez, si ça se trouve, et ça nous gêne. Non, mais c'est un bon moyen de débusquer les gens. Si vous faites, par exemple, raclure de Chiotorama, et peut-être Gérald Darmanin, paf, il porte plainte. Voilà. À creuser comme idée, à creuser. On passe à la question de Thomas. Que répondre aux gens qui disent que quand on est végétarien, on tue aussi des plantes? Excellente question, Thomas. Elle revient très souvent quand on a la fâcheuse habitude de discuter avec des cons.
On peut bien sûr tenter de répondre en expliquant qu'aucune étude scientifique n'a prouvé l'existence de nocicepteurs chez les végétaux. Ces neurones sensoriels qu'on retrouve chez les animaux sont chargés de percevoir les stimuli et de produire un signal de douleur. Mais je te rappelle que tu discutes avec des cons. C'est pourquoi la prochaine fois qu'on te dit « Et la carotte, elle souffre pas la carotte quand tu l'arraches ?» Je te conseille plutôt de répondre « Et ta mère, elle a pas souffert ta mère quand son frère lui a fait un bébé ?» Voilà, voilà. Allez. Voilà, voilà. Enchaînons. Voilà, Enchaînons voilà. avec la... Allez, oui, on enchaîne avec la question... Oui. Si, avec Oui. la question de l'or. Alors, Anouchka, ma fille de 9 ans, chante. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre. Dégage Juliette Arnaud, en avant les histoires. Et elle m'explique être suivie par un nombre important d'enfants. Pensez-vous que cela puisse lancer une révolution féministe en CM1, voire au-delà, en CM2 ? Alors, Laure, 9 ans, ça me paraît un poil tôt pour du militantisme. Mais si ça peut leur éviter à ces enfants de participer plus tard à des soirées déguisées, comme celle qui a été jugée le 2 décembre à Troyes, moi je dis pourquoi pas. Ils étaient jugés parce que c'était 9 gays lurons et luronnes de l'école de parachutisme de l'Aube qui avaient trouvé absolument hilarant de se déguiser soit en membres du KKK, soit en noir. Et les noirs, ils étaient étranglés. Et alors les gays lurons et les gays luronnes, ils ont plaidé l'ignorance. Donc en gros, ça faisait au tribunal quoi ? Comment ? Le Ku Klux Klan, c'est des racistes suprémacistes ? Hein ? Hitler, il est bilieux ? Mais dites-moi pas que c'est pas vrai ! Bref, ils ont été reconnus coupables et condamnés, et je suppose qu'on appelle ça un genre de bonne nouvelle. Passons à la question de David. Bonjour, je confonds parfois Zuckman et Glucksmann. Pouvez-vous m'expliquer la différence ? Oui, David, eh bien, déjà, tu es antisémite, a priori, David. Alors que tu t'appelles David, bon, la vie parfois est formidable. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Zuckman, il veut créer une taxe pour faire payer les riches. Alors que Glucksmann, là-dessus, il a été très clair. Moi, j'ai regardé ses dernières interviews. Il a dit qu'il voulait taxer non, il a pas dit. Enfin, il a dit qu'il voulait. Les riches, taxés, mais pas trop. Enfin, si, dans l'interview très très claire, il a dit que Gaza, en fait, c'est pas un génocide et que la. Arrêtez de me poser des questions. Arrêtez de poser la question parce qu'après ça fait mal à la tête et puis je passe pour un gros nul. Voilà, en gros, pour résumer. Voilà. C'était génial. Une question de Eléane. Bonjour la dernière, vous êtes tous les 4 sur un radeau au milieu de l'océan. Qu'est-ce que vous sacrifiez en premier ? Qui est-ce que vous sacrifiez en premier ? Il y a un indice. Pour ne pas mourir de faim. Oui. Bon, je vais répondre. Oui. Je vais répondre avant que quelqu'un dise « Bah, Emmerich, parce que c'est lui qui mange le plus, gna gna gna. Il est gros, il prend pas de douche, Emmerich, gna gna gna. » Regarde, c'est un dictionnaire. Je vais démissionner, en fait. Hein. Bon, je vais répondre. Donc, Eléane, en effet, je serai le premier sacrifié, car oui, c'est vrai que j'ai un petit peu gourmand. Je suis le plus gourmand de l'équipe. Sache que pendant les pubs, parfois, je vais manger des cacahuètes en loge, et quand les autres, à la fin, ils viennent en loge, je suis là. Non, il n'y en avait pas. Je laisse mon corps à disposition pour que vous puissiez le grignoter, les copains. Voilà, sur le petit radeau. Je vous conseille de commencer par le zizi. Non, qui est non. Le gros zizi. Non plus. L'énorme zizi. Allez, voilà. Miam miam. Alors, Miam, le zizi. on enchaîne avec... Le zizi, avec les petites coucouilles. Oui, on va terminer. On termine avec la question de Polo. Oui. Travaillant dans la santé, je trouve qu'il manque un peu d'activité physique dans votre émission. L'un d'entre vous pourrait-il encourager les auditrices et les auditeurs à moins de sédentarité ? Effectivement, Polo, pardonne-nous, mais la simple présence d'Emeric nous semble un message de prévention suffisamment efficace contre la sédentarité, l'alcool, la drogue, la malbouffe, la déscolarisation et les MST. Merci beaucoup. C'était la Merci dernière pour fois que vous toutes me voyez. ces questions et merci pour toutes ces réponses. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invitée, Rachida Dati. Non, je plaisante, c'est de la mauvaise publicité, exactement comme ce qui suit. On est toujours sur Radio Nova, c'est l'heure d'accueillir notre invitée du jour. Elle est actrice, metteuse en scène, autrice et même chansigneuse. On va apprendre ce que c'est. Je parle un petit peu plus lentement que d'habitude parce qu'elle est accompagnée de 2 interprètes qui vont traduire nos questions et ses réponses en langue des signes. Mesdames et messieurs, Emmanuel Laborie.
Donc une émission qu'on conseille en vidéo également. Bienvenue Emmanuel. On est ravis que tu sois là avec nous. Alors on souhaite du courage aux interprètes qui vont traduire toute l'émission, je l'ai dit, dont la chronique d'Émeric Lompré. Burn-out dans l'air. Tu es donc comédienne, je l'ai dit, tu es sourde depuis ta naissance. Tu as appris la langue des signes quand tu étais enfant. Et Juliette a une question d'ailleurs à ce propos. Oui, tu as eu la chance de naître dans une famille qui, bien que non sourde, t'a accordé assez rapidement le droit d'apprendre la langue des signes et qui n'a pas exigé de toi que tu te débrouilles pour parler. Oui, c'est ça. En fait, ça n'a pas été tout de suite, cependant. En fait, au départ, vraiment, quand je suis née, j'étais quand même dans l'oral, dans le français, parce que les médecins, le lobby médical fait que c'est quand même toujours l'oralisme et la norme qui fait qu'il est respecté. On veut être pareil que tout le monde, on veut être intégré dans cette fameuse société un peu validiste et normée. Et c'est un peu plus tard, en fait, quand la communication fonctionnait pas, il y avait un truc qui marchait pas. Et en fait, ils ont découvert IVT, le International Visual Theater, et en fait, c'est là qu'ils ont découvert pour la première fois cette langue des signes, cette fameuse langue des signes, qui avait des adultes sourds, etc. Et même mes parents, en fait, ont eu un coup de massue, vraiment, en se rendant compte que c'était une vraie langue et pas une sous-langue, un sous-langage, et que les personnes sourdes adultes vivaient comme tout le monde, en fait. Et donc ça a été une nouvelle naissance pour moi, clairement, carrément. Et alors, on a vu en préparant l'émission que tu avais eu une enfance, une adolescence plutôt assez rebelle. Est-ce que c'était lié à cette particularité, tu penses, ou c'est lié à ton caractère et que de toute façon, t'aurais pas été contente à un moment donné de vivre dans cette société? Écoute, en fait, il y a beaucoup de choses quand même qui arrivent, beaucoup d'injustices qui arrivent quand même. Et donc, je pense que ça forge un caractère quelque part. On a beaucoup d'embûches, on est beaucoup frustré quand même quand on est une petite sourde, je dirais. Et j'ai subi, moi, la privation langagière. On en parlait avec Juliette là. En fait, toute ma scolarité jusqu'au bout, vraiment, ça a été toujours dans l'oral, dans le français et sans langue des signes. Et donc, en fait, c'est pas ma langue. Et donc, forcément, moi, je passais à côté de tout un tas d'informations. Je comprenais pas tout. Et donc, ça, c'est une frustration énorme, une injustice déjà horrible de se rendre compte que la société nous exclut, en fait, de fait et que c'est dégueulasse, quoi. Et en fait, avec la langue des signes, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui existait. Cependant, la vie quotidienne, quand même, était à l'inverse de ça. Et même si la langue des signes me permettait de vivre, j'ai été rebelle parce que j'avais cette frustration à lancer, quoi. Ouais, clairement. Oui, parce que, alors, est-ce que c'est ça qui explique? On va voir, mais j'ai lu que lors d'une balade avec ses copains, Emmanuel est entraîné dans 6 commissariats et passe la nuit dans une prison par la faute d'une bêtise de ses amis. C'est vrai, ça? Parce que là, t'es dans une émission vraiment qui a des problèmes avec la justice. Et je me demande du coup si c'est une bonne idée de t'inviter. Je me rends compte. Je me rends compte. Alors attends, la petite subtilité quand même, c'est que en fait j'avais 13 ans, effectivement, et j'avais cette image de la police qui nous protège, qui nous sauve, enfin voilà, l'image naïve peut-être aujourd'hui, on le sait éventuellement. Et donc oui, là c'était terrible. En fait, mes copains effectivement faisaient des bêtises dans le métro, ils arrachaient les pubs et tout, ils étaient un peu en état d'ébriété, disons, et quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme du métro, et donc les contrôleurs sont venus nous chercher, personne n'arrivait à communiquer puisqu'ils étaient tous en langue des signes, et c'est moi qui ai un peu fait le pont. Parce que j'avais 13 ans, j'avais pas bu, et donc j'ai essayé de faire en sorte qu'ils comprennent que c'était une bêtise, quoi. Et finalement, oui, en fait, le problème, c'est qu'ils ont prévenu même pas mes parents, j'avais quand même 13 ans à l'époque, et que je me suis laissée entraîner dans le commissariat alors que moi je pensais filer un coup de main. Et c'est pour ça que quand Pierre-Emmanuel a parlé de tout ça, n'est-ce pas, les violences policières, etc., et que voilà, alors moi je te soutiens à mort, Pierre-Emmanuel, je serai à tes côtés, je suis là, je suis d'accord parce que c'est n'importe quoi qu'il a faire. Même à 13 ans, il me fait chier, quoi. Vas-y, Juliette. Ça veut dire qu'à 13 ans, t'as été en garde à vue comme Jean-Pierre Léaud dans Les 400 coups? Ouais. Tu vois, comme quoi. Une graine déjà. Ouais. Et alors attends. Ouais, exactement, 13 ans. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu as traduit en langue des signes Pierre-Emmanuel Barré. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? Comment on traduit Pierre-Emmanuel en langue des signes? Comme ça, regarde. Alors, donc, il est comme voilà. ça. Donc, la main droite qui tape sur la main gauche. Alors là, voilà. La main droite qui tape sur le poing. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Alors en fait, déjà barré, donc t'as un peu tu vois ton nom de famille qui fait que, et puis la politique, ça se dit sur la main gauche. Et en fait, tu casses un peu les politiques, et donc du coup, c'est comme ça qu'on t'appelle en langue des signes. Voilà, bon, Pierre-Emmanuel. Alors ouais, ça paraît cohérent. Ça paraît cohérent. Alors j'en profite. J'en profite pour faire un petit tour de table. Alors que je suis si gentil. Oui. Ça va peut-être changer à la fin de l'émission. Émeric, alors comment on dit Émeric Lompré? Alors Émeric, regardez, c'est toujours cette... non, et non, tu n'es pas gros. Regarde, comme ça, Émeric. Un petit humour qu'on aime bien, bien de chez nous, et puis les ongles qui sont ta marque de fabrique quand même. Oui, qu'on voit les ongles vernis, voilà, d'accord. quand même. Comment ça, on un les humour? voit. C'est quoi un humour bien de chez nous?
Bah, Ouais, c'est, voilà, quoi, tu vois, C'est poète-poète, quoi. C'est poète-poète. C'est pas de l'humour anglais, quoi. Ils font un prout avec les selles quand même. Patrick Sébastien, quoi. C'est ça que... Juliette Arnaud. Juliette, ses jolis yeux est la seule femme badass de l'équipe, pardon. Ouais. Donc quand même, une meuf incroyable, quoi, qui tient le coup, quand même. C'est ça. c'est- Joli. Trop bien. Et j'ose pas demander pour moi. Ah ouais, toi t'es viré. Je suis désolée, en fait on discute de toi et puis c'est comme ça que ça marche les non-signes en fait. Voilà, on se demande alors, Guillaume Meurice, etc. Oui, tu sais, c'est le mec qui s'est fait virer parce que il a parlé de prépuce ou je sais pas quoi. Et donc voilà, et c'est comme ça que tu t'appelles viré. J'aurais Parce tellement- qu'en fait les gens quand on parle de ça, J'aurais ils reconnaissent, tellement ils que tu savent. sois prépuce. C'est vraiment mon identité, quoi. Je virais, d'accord, très bien. Bah, tu préfères ça ou poète-poète C'est vrai. On est peu de choses en langue des signes. Alors revenons sur toi, Emmanuel, pardon. Comment t'as eu envie de devenir comédienne à quel moment ça a commencé à te titiller? En fait, quand j'ai découvert la première fois la langue des signes, justement, j'avais 7 ans, on en parlait tout à l'heure, j'étais à IVT, et je me suis rendu compte que la langue des signes existait aussi sur scène. Il y avait du théâtre, il y avait des adultes sourds, comédiens, comédiennes, c'était ça ma seconde naissance. Je me suis rendu compte que c'était mon berceau de langue. En fait, je faisais vraiment partie d'un truc. J'ai fait des ateliers de théâtre, j'ai commencé à adorer vraiment et à prendre du plaisir sur les planches, mais j'avais pas encore tout à fait décidé de mon métier, de ma vie plus tard. On me disait que, de toute façon, dans ma scolarité, vu que j'étais en oralisme, il y a beaucoup les trucs qu'on entend souvent, c'est de toute façon tu n'y arriveras pas, de toute façon tu pourras pas. Si tu veux être comédienne, c'est forcément la norme du verbe, le français oral, etc. Mais bon, moi je savais pas trop. Et puis finalement, j'ai eu la chance quelque part. Hein, on en parlait d'avoir un caractère un peu ce qu'il est et d'être très militante. Et donc j'en suis arrivée là finalement. Et donc je suis ravie d'être comédienne quand même. aujourd'hui. Impeccable. On va continuer à parler de tout ça. On va parler d'IVT parce que tu en as parlé beaucoup. On va revenir dessus et on va expliquer. On va également parler de chant-signe, qui est une activité que tu pratiques et qui est liée à la chanson. Ça tombe bien, on va faire une pause musicale. Est-ce que peut-être que je peux chansigner Non. Non, voilà. Non, Je me Guillaume, doutais. tu vas te blesser. On va écouter Roger, mais c'est pas ton Roger, Ah, Guillaume. Roger. Ah, déception. Non, pas du tout. C'est Roger, l'artiste brésilien, qui nous chante dans sa chanson Existe uma voz. Il dit qu'en chacun de nous, il existe une voix qui montre le bon chemin pour ceux qui sont malins. Je suppose donc qu'on n'est pas concerné. La dernière. Nomova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité, la comédienne et autrice et metteuse en scène Emmanuelle Laborie. Et il est de retour parmi nous, le patron de la riposte sur Radio Nova. Car c'est ça, Radio Nova, de la convergence des luttes et de la convergence des émissions. Hakim Omiri. Salut les gens. Salut. Alors, pour les municipales en Corse, le RN sera représenté par un ancien terroriste condamné pour tentative d'attentat à la voiture bélier. Après, pas de panique. C'est un terroriste nationaliste blanc, c'est du label rouge, il a grandi dans nos pâturages, tout va bien. Lui, je peux vous dire que s'il cache un explosif dans son slip, c'est un slip français. Et je me disais, Marine, quand elle va apprendre qu'ils ont encore nommé un mec problématique, elle va être bien dans la merde. Et ben écoutez ce qu'elle a dit pour défendre son choix. C'est un garçon qui mérite d'être connu parce qu'il a des idées qui sont vraiment très solides. Des idées solides. Ouais, un terroriste, c'est un mec têtu, en fait. Ses idées, elles étaient si solides, je crois qu'il les avait mis à l'avant de sa voiture bélier, du coup. Mais attention, il mérite d'être connu. D'ailleurs, Ben Laden, sympathique. À Daesh, ouais, leur défaut, c'est qu'ils ont la tête dure. C'est pour ça, ils les coupent. Yes, allez. Chez les islamistes, quand tu commets un attentat, on te promet 72 vierges. Chez les nationalistes, on te promet une place au RN. En même temps, ils peuvent pas promettre des vierges, même un casier vierge, ils y arrivent pas. Faut réaliser que pour Marine, un terroriste peut être élu maire sur un programme qui veut interdire le voile à des musulmanes pour lutter contre le terrorisme. Ah, si vous trouvez ça logique, niquez-vous à un moment donné. Bon, après Marine, elle a dit ça. Il a renoncé à la violence. Il est, je pense, le meilleur porte-parole d'ailleurs de cette renonciation. Ouais. Bah c'est Gandhi un peu quand même. Il a tellement renoncé à la violence que du coup il est au RN. Donc
Ouais, aujourd'hui, je crois qu'il fait du pilates d'ailleurs. Le terrorisme et le RN, c'est tellement un running gag, on va rappeler les bases. L'ancien membre du service de sécurité du RN, Claude Herman, a fourni les armes de l'attentat pour l'hypercachère. Racisme et capitalisme, ça va vraiment bien ensemble. Tu sais, ils détestent les Noirs et les islamistes, mais ils leur sous-traitent l'antisémitisme. Le RN en fit avec l'État islamique. J'avais pas vu une collab aussi pourrie depuis Patrick Bruel et Lafouine. Bon, je continue mon rappel des faits. La candidate dans le Calvados qui portait une casquette nazie sur Facebook, elle était du RN. En Mayenne, la candidate condamnée pour séquestration avec arme était du RN. Jean-Michel Moulin, qui a décapité une femme retraitée de 77 ans, était un ex-candidat du RN, exactement. Et au départ, le gars, il s'était défendu. Il a dit que non, que c'était pas lui, parce que c'était un gang de blacks encapuchonnés qui l'avaient forcé à être présent sur les lieux. Puis après, ils ont regardé les vidéos de surveillance. Et c'était lui. Ah, mais c'est des génies, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Marine Le Pen, quand elle a appris le Bataclan, elle était pas triste. Elle s'est juste dit, putain, encore du travail d'arabe. Le RN, ils aiment pas l'État islamiste, c'est juste parce que ils volent le travail des terroristes bien de chez nous, en fait. Vous savez combien de terroristes français se suicident chaque année à cause des islamistes radicaux, là, qui volent leur travail ? Des millions, hein. Selon Magazine Frontières. Non, mais rien que cette année, 9 condamnés ou en attente de l'être dans des affaires de terrorisme ont exercé ou ont représenté le RN. Non, mais c'est pas leur lien qu'on analyse en commission d'enquête. Non. Les 2 derniers attentats de gauche, c'est un œuf sur Zemmour et de la farine sur Bardella. Bah excusez-moi, il va falloir bosser les gauchos là, à un moment donné. Un œuf et de la farine, c'est la recette des crêpes, pas de l'explosif. Hein. Ouais, l'extrême gauche nous met une cible dans le dos. Nos médias, ils sont à 2 doigts d'ouvrir le JT par ce matin. Jordan Bardella est sous protection policière. D'après la DGSE, il y aurait un risque de pancake sur sa personne. La gauche serait dangereuse parce qu'elle dit à des gens racistes et dangereux qu'ils sont racistes et dangereux. Ouais, c'est bien vu, hein. Mais Théma, on est tellement inoffensif à gauche, carrément, ça traduit une émission de radio en langage des signes pour heurter personne. Si même les gens qui nous entendent pas, ils nous écoutent, tu m'étonnes qu'on fait une audience de dingue. Mais... Je suis désolé, hein. Si on veut vraiment être écouté à un moment donné, la gauche, il va falloir faire autre chose que manier des œufs et de la farine. Merci de m'avoir écouté. Hakim Omiri, merci Hakim. On te retrouve en spectacle à Maromme le 18 décembre, Montauban le 15 janvier à Uccle. Tiens donc, ouais. Tu leur passeras le bonjour de ma part. C'est prévu. Le 20 janvier à Uccle. Bobigny, 29 janvier, Le Havre, chez toi. Ouais. 24 avril, Montréal, le 1er mai, tous les samedis. À partir de janvier, à la Gaîté Rive-Gauche, à Paris, Hakim Omiri, qu'on peut applaudir encore bien fort. Merci beaucoup. Et dans la riposte, bien sûr. On est toujours avec notre invitée, Emmanuelle Laborie, comédienne, metteuse en scène, à succès, on peut le dire, puisque un Molière quand même, à ton compte, c'est pas mal. À l'époque où les Molières, ça veut dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, bon, on va pas parler de Sophia Aram. Comment on dit Sophia Aram Comment on dit Sophia Aram en langue des signes? Alors ça, ouais. Elle a pas de... Elle a dit... non, elle a vraiment fait... Voilà. Et ce qui, à mon avis, est une très bonne traduction. On a parlé de l'IVT en première partie d'émission, puisqu'on parlait de ton parcours de comédienne. Qu'est-ce que c'est exactement l'IVT ? IVT, c'est International Visual Theater. Donc c'est le lieu, en fait. Donc je suis la co-directrice avec Jennifer Lesage-David, qui est mon binôme. Et en fait, la ligne artistique d'IVT, c'est vraiment de valoriser les artistes sourds et les artistes sourdes sur scène et les visibiliser. Vraiment, c'est très important de favoriser en fait cette diversité, cette vision sourde et de voir la langue des signes vraiment sur scène. Donc c'est ça l'IVT. Donc c'est un théâtre évidemment, mais c'est pas du tout un théâtre pour les sourds comme parfois on l'entend. Pas du tout. C'est vraiment un théâtre tout simplement. C'est du spectacle vivant, mais c'est bilingue, c'est en langue des signes et c'est en français, mais c'est pour tout le monde et donc vraiment tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue. Mais le cœur battant, vraiment les battements du cœur de l'IVT, c'est la langue des signes et la culture sourde. Ça vraiment, ça a la première place à IVT. Voilà. Et puis, avec Jennifer, vraiment, c'est que
On veut aussi proposer des formations en langue des signes. Donc c'est aussi un centre de formation parce que c'est important pour nous la transmission. La langue des signes, c'est une langue artistique, mais c'est aussi une langue de la pédagogie, une langue linguistique, etc. Donc c'est vraiment important de la partager à tout le monde. Elle nous appartient pas, c'est une langue du partage, c'est une langue pour tous, pour tout le monde. Et vraiment, apprenez-la. Et c'est pour ça qu'on fait aussi IVT, quoi. Juliette, tu avais une question ? Oui, j'ai une question. Avant, l'IVT était dirigé par des directeurs et puis maintenant, c'est 2 directrices. Alors, c'est une question pour une amie. Vous vous y êtes prise comment ? Ouais, à fond, voilà. Alors, c'est pas l'esprit de l'émission. C'est dommage. Alors, c'est quand même un homme, c'est quand même Jean-François Labouvry, qui était un ancien directeur d'IVT, qui a été directeur pendant très très longtemps à IVT, et c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui a voulu que j'y sois. Alors au début, j'étais vraiment contre. Honnêtement, j'étais pas faite du tout pour ça. Moi, j'étais artiste, j'étais comédienne, je dirigeais un théâtre, une compagnie, etc. C'est pas du tout mon truc. Mais en fait, il est venu me chercher parce que justement, tu en parlais, Guillaume, lorsque j'ai reçu mon Molière en 93, en fait, j'ai fait un discours où je disais que IVT, c'était un moment où c'était compliqué pour IVT parce qu'on n'avait plus de lieu. En fait, pendant vraiment un temps, on n'a plus eu de lieu du tout parce qu'on a été viré de là où on était. Et donc, en fait, comme j'ai reçu le Molière et que j'ai dit ça, tout de suite, c'est le ministre de la Culture. À l'époque, c'était Jacques Toubon, qui était ministre de la Culture. Et en fait, il est venu me voir directement et j'ai pris avec moi le directeur d'IVT pour que notre parole soit enfin entendue. Et donc, c'est pour ça que j'étais devenue un personnage public quelque part, grâce à ce Molière aussi. Et en fait, c'est ce militantisme aussi, le caractère. J'avais envie de me battre, vraiment, c'était très important. Et donc, il m'a dit que du coup, j'aurais peut-être l'étoffe d'une directrice. Alors honnêtement, pas du tout, j'ai un peu freiné des 4 fers. Mais voilà, il est venu me chercher parce que la situation était telle que c'était pas évident. Et donc, voilà, j'étais partante et finalement, j'y suis allée. Donc, ouais, j'y suis. Mais je suis pas seule, c'est pour ça que c'était important qu'on soit 2 aussi, 2 meufs avec Jennifer. Et que voilà, on est contente d'être là, ouais. Oui, on peut t'applaudir pour tout ce travail. Et alors, t'as dit les artistes, donc il y a plusieurs pratiques artistiques à l'IVT, et notamment une qui m'a interpellé, qu'on appelle le chant-signe. Qu'est-ce que c'est le chant-signe ? Alors le chant-signe, c'est vraiment effectivement une pratique artistique, comme tu l'as dit, c'est un art sourd. Et ça fait partie de la culture sourde. C'est comme la chanson pour nous. Donc vraiment, tu vois, la chanson comme on l'imagine, et ben là, c'est la chanson des mains, la chanson des signes en fait. Et donc on peut interpréter n'importe quoi. Ça a un lien avec la musique et il y a vraiment tout, une mélodie. Voilà, c'est vraiment une chanson en langue des signes. Quoi, et là, est-ce qu'on n'a pas trop envie d'avoir un extrait, de voir à quoi ça peut ressembler ? Oui, évidemment, oui. Est-ce que tu nous en ferais un petit extrait ? Un petit bout, un tout petit bout. On a Carmen, on est prêt à lancer... Est-ce que Malo Williams, notre réalisateur de choc, est prêt à lancer Carmen ? Est-ce que vous êtes prêts ? Synchronisation. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Je vous conseille évidemment la vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire, Émeric ? Elle chante faux. Ah, Émeric a dit que tu chantais faux. Voilà. Je pense que là-dessus, on peut se faire une petite pause. On va se retrouver dans quelques petites minutes. Dis-toi bien que tu as de la chance de ne pas entendre ce qui suit, parce que ce qui suit, c'est la publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invitée, la comédienne, metteuse en scène, directrice, co-directrice de l'IVT Théâtre, Emmanuelle Laborie est avec nous. On va continuer à échanger ensemble sur plein de sujets qui nous passionnent. Mais on est quand même une émission à la base d'autodéfense intellectuelle. Bon, peut-être pas intellectuelle, mais disons autodéfense. Et le réveillon de Noël approche. Ah. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Alors, je continue ma série pour vous préparer au réveillon de Noël. On a vu la semaine dernière comment répondre à votre fameux tonton ou tata relou fan de Michel Onfray. Hein, ça, c'est le classique. Mais c'est bien vite oublié que si ça se trouve, le tonton relou, c'est vous. Et oui, alors aujourd'hui, on va voir comment être un bon tonton relou.
de Noël. Alors imaginez, vous êtes là, vous discutez, vous êtes face à votre nièce qui est chercheuse en économie. Bon, vous connaissez que dalle, mais hors de question de perdre la face à cette petite morveuse. Comment faire? Leçon avec Franz-Olivier Gisbert. Vous ramenez votre science, et moi personnellement, comme plein de Français, j'en ai marre de ces gens d'extrême gauche déguisés en économistes qui nous donnent des leçons d'économie. Alors je ne suis pas sur le fond. Je ne suis pas déguisée en économiste. Nathalie Arthaud aussi. Je suis même chercheuse. Nathalie, oui, c'est ça, voilà. Très bon réflexe, très bon réflexe. Le oui, voilà, eh, oh, oh hein, très compatible avec le oh là oui. Et alors voilà. Alors là, normalement, ça la sèche sur place. Mais attention, elle peut repartir sur la diminution du temps de travail et la création d'emplois. Alors là, vous n'hésitez pas, vous coupez la parole. Hein. La diminution du temps de travail, c'est une manière aussi de réduire le chômage. Et mais non, ça n'a jamais marché, c'est pas vrai. Mais comment on peut dire des trucs pareils? Laissez-la parler. La loi des transferts a montré que ça ne crée pas l'emploi. Sandrine Rousseau. 150 000 emplois. Des trucs pareils. Très bien, impeccable. Alors si elle a des chiffres et tout, voilà, vous faites le gars blasé. Mais c'est pas vrai. Mais écoutez là, et voilà, n'hésitez pas. Reprenez le dessus, en tout cas. Si elle parle d'économistes sérieux, genre, ça se trouve, elle va dire à un moment donné Thomas Piketty, ou des bouquins que vous n'avez pas lus, parce que vous n'avez pas que ça à foutre. Il y a des barbecues à faire, de choses. Eh ben, autre technique. Thomas Piketty, il traficote les chiffres, les statistiques, et puis tout le monde est là extasié parce que j'imagine il est pseudo-marxiste, mais enfin tout ça est ridicule. Voilà, ça c'est impeccable, un pseudo-marxiste. Alors, je sais pas comment ça se traduit en langue des signes. Pseudo-marxiste avec la barbe, voilà, oui, parce que mais c'est vrai que ça veut rien dire, hein, donc. Mais sinon, allez-y, crypto-bolchevique. Voilà. Démerdez-vous les traductrices. Attendez, je vais tester un truc. Proto-Olivier Fauriste. Ouais, ça galère. Courage aux interprètes, bien sûr. Mais ça marche. Alors, autre technique, parce que voilà, c'est possible qu'elle continue, la môme. Vous criez très très fort des banalités sur les gens qui foutent rien en France. C'est la méthode dite Charles Consigny. On va voir tous les hypochondriaques qui font la queue chez l'ophtalmo, chez ceci, chez cela, qui se font prescrire des trucs, rembourser des trucs. Dans la Va voir les fonctionnaires sur les greens de golf, sur toute la côte ouest, qui passaient 60 ans ne branlent plus rien. Mais va les voir, c'est la réalité de ce pays. À fond, allez-y à fond, allez-y les fonctionnaires qui jouent au golf sur la côte ouest. Hein, et alors les gens de la CAF qui roulent en Lamborghini, hein, vous y allez. Hein. Les instits qui arrivent en rep en jetpack, plus c'est con, mieux. Les chômeurs qui driftent en yacht sur le canal de l'Ourcq. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. À ce moment-là du réveillon, tout le monde vous déteste. Vraiment, plus personne ne peut vous blairer. Et surtout, ne laissez pas la parole aux autres. Une fois que vous l'avez, vous déroulez. Et s'il n'y a que les cons comme nous qui nous faisons chier à bosser autant qu'on bosse pour payer ce merdier invraisemblable. Va voir cette réalité factuelle, ce pays de branleurs. Mais c'est une réalité. Et comprends qu'on en est ras le cul de payer pour ça. Et pour ton gauchisme des années 80, complètement ringard. Putain. Et hop, vous quittez la table. Vous quittez la table, vous vous barrez. Et vous ne donnez plus de nouvelles jusqu'à l'année d'après. De toute façon, personne ne vous rappellera. Vous êtes peinards. Voilà, de rien. Bonne préparation de réveillon à toutes et à tous. Bravo. Merci Guillaume. Bravo. J'ai tellement hâte que ce soit la Noël. Nous sommes toujours avec Emmanuelle Laboré, comédienne et directrice de l'IVT. Emmanuelle, quel stéréotype sur la surdité t'aimerais voir disparaître si tu nous faisais genre un top 3? En fait, souvent, ce qu'on dit sur les sourds, sourds-muets déjà. Ou alors les gros sourds qui peuvent plus rien faire, ça non. En fait, c'est des fantasmes. En fait, les sourds sont pas du tout muets, ils font un bruit de dingue. Honnêtement, les sourds ne sont pas silencieux. Hein. Souvent, le cliché, l'image qu'on a, c'est le monde du silence, etc. Non, il y a énormément de bruit. On s'exprime, on fait du bruit, on bouge les choses, on est là quand on existe. Ça, ce serait mon 1. Mon 2, qu'on regarde toujours justement sur cette affaire d'oreille. En fait, on n'est pas qu'une oreille. On est nous, en fait. Hein. On est une personne. Il faut arrêter de regarder notre oreille et obnubiler par tentant un peu, pas trop, un peu comment, un petit peu quand même. Et ton oreille, alors elle est pareille. Non, ça va en fait. Hein. On est nous déjà. Donc voilà, nous regardez-nous en entier. Et est-ce que tu trouves que la société française progresse là-dessus, qu'il y a une reconnaissance de la langue des signes Oui et non. Oui, en fait, on a une loi maintenant depuis 2005, la loi sur l'égalité des chances des personnes en situation de handicap. Donc, c'est une loi qui a permis de choisir soit le choix entre une éducation pour les enfants sourds qui soit toujours
oral ou 100% dans le français oral, disons, donc dans la réparation de l'oreille et essayer de réparer les personnes. Et on a enfin la possibilité d'avoir un chemin dans la langue des signes. Donc la loi est là, elle existe. Alors elle est jolie, c'est un joli papier. Le problème, c'est que très concrètement, on n'en est pas encore là tout à fait. Donc il y a des choses qui marchent pas encore tout à fait. Quand on choisit la langue des signes pour que l'enfant soit vraiment dans sa langue naturelle maternelle, c'est quand même un combat énorme de chaque instant, parce qu'il faut toujours faire valoir ses droits. C'est pas encore acquis partout, il n'y a pas d'argent, il n'y a jamais d'argent, c'est toujours très compliqué. Par contre, l'argent, là, il y est. Pour l'implant cochléaire, on rembourse, la sécurité sociale, tout ça, là, pareil. Dès qu'on répare des gens, ça, c'est sûr, le choix politique, il est là, il est à fond. Mais quand on laisse les gens tranquilles et qu'on a juste en langue des signes, là, par contre, l'argent, on le cherche, regarde. As-tu de l'argent caché, Guillaume, s'il te plaît? Voilà, donc là, ça n'existe plus. Et donc ça, voilà, ça a changé, mais pas encore tout à fait, quoi. Juliette? Pour parler de l'oralité, la traductrice, je ne veux pas la dénoncer, mais elle a dit et langue naturelle et langue maternelle. Est-ce que tu considères la langue des signes comme ta langue maternelle? Alors en fait, la langue maternelle, c'est littéralement la langue de naissance qu'on donne à l'enfant, la langue de sa mère. Donc mes enfants, leur langue maternelle, par exemple, c'est la langue des signes, puisqu'ils ont eu la langue des signes dès tout petits. Donc mes enfants, même s'ils sont entendants, ils sont en langue des signes, la langue maternelle. Moi, par contre, je n'ai pas eu de langue des signes tout de suite. Je l'ai eu très tard, à l'âge de 7 ans. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on dit langue naturelle, parce que j'étais à côté, en fait, en langue française, je devinais les choses, je savais pas ce que les gens se disaient vraiment, je savais que j'étais différente des gens, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Et quand j'ai appris la langue des signes, tout de suite, naturellement, c'est pour ça qu'on dit ça, c'est venu de moi, en fait. C'est ma langue, c'est venu tout de suite. J'ai appris la langue et directement, je me suis dit, mais c'est ça mon identité, je peux me corriger, je me vois dire des trucs, ça m'ouvre sur le monde, je suis pas fermée à une seule personne qui me parle avec ses lèvres, je peux voir plein de choses différentes, communiquer avec plein de personnes différentes. Voilà, c'est ça la différence. Et alors nous, on s'est posé la question dans l'émission, parce que l'émission, elle est filmée, donc on a de la vidéo, et on se disait, nos chroniques, sont sous-titrées. En quoi c'est différent le sous-titrage et la langue des signes? En quoi ça apporte quelque chose, la langue des signes? En fait, c'est vraiment comme là, vous parlez français. Donc, c'est la langue française, la langue orale, c'est le français. Et donc, il y a une grammaire, une langue particulière. Donc ça, c'est comme les sous-titres. En fait, les sous-titres, c'est des mots, c'est du français écrit. Donc, c'est vraiment du français. C'est pas de la langue des signes. Moi, ma langue, c'est pas le français, c'est la langue des signes. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, dans ces deux langues, certes, entre la langue des signes et le français. Mais pour autant, un texte en français, c'est pas l'équivalent de la langue des signes, c'est une autre langue. Donc, en fait, même quand on parle, par exemple, de français, nous, il faut des compétences pour l'adapter, le transformer, même artistiquement, pour savoir ce qu'on en fait en langue des signes derrière. Parce que la langue des signes, elle a sa grammaire, sa syntaxe, c'est vraiment une langue différente. Et donc, on réfléchit aussi comment on adapte du français sur scène, par exemple, le processus est très très différent entre ces deux langues. Ne serait-ce que le français, vous le voyez, c'est un mot après l'autre, donc c'est vraiment très linéaire. Nous, en langue des signes, on est en 3D. Donc on travaille avec l'espace, même le temps, c'est vraiment des dimensions, notre corps, nos expressions du visage, nos sourcils, etc. C'est vraiment, ça fait partie de la langue. Et donc pour moi, la langue des signes, c'est vraiment une matière, un matériel artistique magnifique, en fait. Et j'adore la travailler d'ailleurs sur scène parce que, en direct live, on peut raconter des histoires, des mouvements, et la langue des signes, c'est vraiment ma langue, quoi. Et en plus, elle fait partie A à Z de moi, donc ça n'a rien à voir, ouais. Eh ben, on va mettre en pratique tout ça, on va mettre surtout en difficulté nos interprètes, puisqu'il y a Émeric Lomprey. J'avais hâte de ce moment-là. Émeric, donc, oui, a enquêté sur toi, Emmanuel, oui, puisqu'il aime bien aller creuser ce qu'on ne sait pas sur l'invité et que même l'invité ne sait pas sur elle-même, Émeric. Oui, c'est vrai. Merci, Guillaume. Oui. Emmanuel Laborite, bonjour. Alors aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, et elle non plus, quelque chose de bien personnel. Il faut savoir qu'elle n'est pas sourde, en fait. Non, c'est ça. C'est vrai, figure-toi. Tu sais qu'on m'a déjà dit que j'étais pas sourde et que j'étais une fausse sourde, donc tu vois, ça commence bien ton truc. Et que j'étais trop intelligente pour être sourde, que c'était pas possible que forcément j'entendais. Alors, tu vois, alors. J'ai pas l'habitude qu'on me coupe pendant... Excuse-moi. Ça t'a séché, là. Allez-y. Laissez-lui du temps parce que le français, c'est pas sa langue maternelle non plus. Mais vous savez que là, je suis en train de travailler. Là. Oui, pardon. Alors, Émeric. Bon, je recommence. Non, mais en fait, voilà. Alors, j'ai bossé des semaines et tout. Mais en fait, sachez qu'Emmanuel Laborite, attention, roulement de tambour. J'ai envie de le faire chier. Non. Emmanuel Laborite est la meilleure amie du Père Noël. Mais non. Ah ouais?
Et oui. C'est vrai? Oui, tout est vrai. Hein. Mais oui, mais à chaque fois, Et oui, les enfants. Je sais qu'on est pas mal écoutés par des enfants, les kids, les minots, les bambins, les briseurs de vie. Mais voilà. Les enfants, sachez qu'on a la meilleure amie du Père Noël avec nous. Alors là, j'imagine tous les enfants qui nous écoutent dans leurs petits pyjamas, qui sont là comme ça. Mais c'est pas possible! C'est pas possible! mais c'est vraiment une émission super! Ils sont beaux! Je vais faire avec la voix normale. Ils sont beaux, ils sont de gauche. En plus, ils connaissent la meilleure amie du Père Noël. Dommage qu'à cause d'Emeric, on peut pas écouter l'émission à cause qu'il dit des gros mots. Tu as raison, petit enfant, mais c'est ma façon de m'exprimer. Tu sais, l'école n'a pas toujours été mon allié. Alors je gère mes émotions comme je peux. D'accord, merci, gros lard. Et tu ne prends pas de drogue, hein? Non, mes parents m'ont dit que si je prenais de la drogue, je serais comme toi. C'est la meilleure campagne anti-drogue. Connard. Bon. Alors Emmanuel, depuis maintenant 15 ans, vous entretenez une relation amicale avec le Père Noël. Amicale, hein? Il n'y a jamais eu des petits bisous, des câlinous, des petits câlinous, des gros câlinous, des gros câlinous. À plusieurs, plein de câlins. Oui, mais on avait peur de ce moment-là, hein, voilà, mais on savait pourquoi. Mais, bon, alors. Ding dong, il y a quelqu'un. Non, bon, attends. Bon, alors, plusieurs questions, Emmanuel. Le Père Noël, de gauche ou de droite? Non, mais désolé, c'est une question relou, c'est une question chiante. Mais ici, de toute façon, c'est notre question préférée. Voilà, de toute façon, ici. Et puis ici, tu verras, tout est très vite à droite. Hein. Tu coupes pas la Madeleine en 18, t'es de droite. Tu laisses la lumière des toilettes allumée, t'es de droite. Tu fais pipi debout, facho! Bon, on imagine que le Père Noël est de droite. Hein, il s'est fait racheter par Coca-Cola. Mais bon, c'est pas grave. On a tous un ami de droite. Mais non, mais en plus, faut arrêter de dire que Pierre, il est de droite. Il est pas de droite, Pierre. Vous savez pourquoi on dit qu'il est de droite? C'est parce qu'il a les cheveux blancs, qu'il articule. C'est ça. C'est ça. Et il a une piscine. Oui, il a une piscine. Ah, oui. Mais elle a 8 degrés, la piscine. C'est vrai qu'elle est froide. C'est vrai qu'elle est... Alors, oui, c'est la température, hein, c'est pas l'angle. Sinon, ça coule. Sinon, ça coule. J'ai essayé. Bah, t'as qu'à dire mes chutes. Hein. Ouais. Comment on dit, va te faire foutre, Pierre-Emmanuel? Bingo. Enfin, voilà. Est-ce que Emmanuel, vous pouvez faire passer au Père Noël notre liste de cadeaux? Alors, pour Pierre, un chauffage à eau de piscine. Pour Juju, qu'est-ce que tu voudrais, Juju, toi? Non, je laisse tomber. Une chèvre! Non, attends, c'est pas ça. Une chèvre et... Une chèvre? Une chèvre naine. Une chèvre de petite taille, on a déjà dit. Bah, une poupée vaudou avec la tête de Patrick Sébastien. C'est juste pour savoir comment elles font Patrick Sébastien. Pour Guillaume, un beau stylo, Guillaume. Guillaume, il voudrait un beau stylo pour écrire encore plein de beaux livres. Sur, par exemple, des renards. Quant à moi, je ne suis pas matérialiste, mais juste si on peut dire que Rachida Dati, Bardella, Rotaillot, Patrick Sébastien, Pascal Pro et Casbarian pouvaient se retrouver dans une attraction de fête foraine et les boulons, ils sont pas très bien serrés. Merci, Emeric. Emeric Lomprey, merci pour ce travail. Parce que c'est un travail, c'est rémunéré, c'est ça qui est impressionnant. Merci pour cette belle enquête. On a envie de mettre toutes ces enquêtes, toutes ces chroniques en comédie musicale. On commence maintenant, Juliette. Allez, on chante les chansons d'Emeric. Les chroniques d'Emeric, pardon. Alors, parce que les chansons d'Emeric, on les connaît pas encore. On va faire ça, mais après l'émission, si tu veux bien. Guillaume, là, on va plutôt écouter le duo indie pop australien qui s'appelle Royal Otis avec le titre Car, voiture, et qui évoque tout ce qu'on peut faire dans une voiture hors conduite et hors discussion. La dernière. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Emeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invitée, la comédienne Emmanuelle Laborie, et elle vient de nous rejoindre, notre historienne en chef, même si les chefs, elle les détestent. Mathilde Larère est avec nous. Alors Mathilde, je crois que c'est une réflexion dans une de mes chroniques qui t'a inspiré, celle que tu vas nous faire à l'instant. C'est un mec, si je me souviens bien, qui était en panique parce que les femmes voulaient plus mettre de soutien-gorge. Ça t'a interpellé, ça? Ouais, d'ailleurs, on va parler de soutien-gorge et je vais me mettre à l'aise. Hein, ah, bah vas-y. Hop. Allez, hop, à poil. Allez, on enlève. Allez. Voilà, Allez, Mathilde, enlève son soutien-gorge. 2 secondes. Bon, bah, Juliette, enlève son soutien-gorge. Emeric n'emporte jamais.
Oui, alors Guillaume, tu disais que c'est sûrement un mec qui avait inventé les soutiens-gorge. Eh bien non, Guillaume. Non, c'est une femme. C'est une ouvrière corsetière. Normal, hein, les métiers d'aiguille, c'est féminin. Mais attention, c'est pas n'importe quelle femme. C'est Herminie Cadol. C'est une communarde. C'est une pétroleuse. Vous savez, Paris, 1871, Louise Michel, tout ça. Bon, elle avait fait même de la prison, d'ailleurs, pour son engagement dans la commune. Bon, après, elle était partie à Buenos Aires, où elle avait ouvert un atelier de corset. Mais elle regarde le corset, elle dit, bon, ok, le corset, ça tient la poitrine, mais enfin, ça serre la taille, c'est pas cool. Donc, elle dit, ah, j'ai une solution, quick, elle coupe. Et donc, en fait, elle enlève le bas du corset, libère la taille, mais garde le haut pour soutenir les seins. Et d'ailleurs, elle améliore le confort et elle appelle ça le bien-être. Oh. Ouais. Médaille d'argent à l'exposition universelle de Paris en 1889. Brevet déposé. Bon, ça marche, mais pas tant que ça. En fait, il faudra quelques années, voire des décennies, pour que la mode prenne. Le contexte s'y prêtait, avec le développement du sport féminin, le travail des femmes dans les usines de guerre, les mobilisations féministes pour les droits des femmes, tout portait à la libération des costumes féminins. Fini le corset, arrivée des premiers pantalons, et donc les soutiens-gorge se généralisent. Mais là où ça pêche, c'est que les grosses boîtes qui vont se lancer dans la fabrication de ces nouveaux soutiens-gorge sont beaucoup plus soucieuses de répondre aux normes des désirs masculins, bon, tempérées par les pudeurs de l'époque, sinon elles auraient été à poil tout le temps, qu'elles ne se préoccupent du confort des femmes. Comme le montre la philosophe Camille Froidevaux-Métairie, dans un livre qui s'appelle « Seins » chez Anna Mosa, les soutiens-gorge sont devenus pour les femmes des carcans de tissu. Ils compriment et sexualisent tout à la fois, sans égard à la variété des morphologies féminines. Il fallait façonner, à coups de tissu, des seins en forme de demi-pomme, c'est le truc qui, paraît-il, est bien. Tant pis si les armatures blessent, les coussinets compriment et les bretelles serrent. Résultat, dans les années 70, les féminines disent « Stop !» Alors là, vous allez me dire « Ouais, je sais, elles ont brûlé leur soutif !» Oui. Eh ben non. C'est un mythe antiféministe, comme il y en a plein. Il vient du fait qu'en septembre 1968, les féministes américaines avaient organisé une protestation contre le concours de Miss America. Hier, c'était Miss France, mais là, c'est Miss America. Concours qu'elles dénonçaient à juste titre comme humiliant, sexualisant les femmes, mercantile, raciste. Il n'y avait que des blanches sélectionnées. Et lors d'une de leurs protestations, elles avaient installé une grande poubelle, dite poubelle de la liberté, sur le parvis du concours. Et elles jetaient ce qu'elles désignaient alors comme des instruments de torture féminine, des symboles de la féminité forcée. Donc elles ont jeté des poêles, des casseroles, des exemplaires de Playboy, des fossiles, des chaussures à talons, du maquillage et des soutiens-gorge. Mais elles ne l'ont pas brûlé. Ah non, c'est une invention. Une figure imposée de l'antiféminisme, et par exemple, dans la presse qui rendait compte de l'action des féministes le 26 août 1970 à Paris, devant l'Arc de Triomphe, où elles étaient venues déposer une gerbe pour celle qui est plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Eh bien, certains journalistes affirmaient qu'elles avaient brûlé leur soutien-gorge sur la flamme du soldat inconnu. Alors, je sais pas ce qu'il prend, Robert, mais c'est du bon, À défaut de brûler de leur soutif, donc, nombreuses sont les femmes qui les enlèvent, par confort. Et le truc de dingue, c'est que ça suscite des réactions comme celle que tu avais présentée, dont tu te moquais sur le plateau de RMC. Indécence, cacher ce téton que je ne saurais voir, que je saurais voir, boire. Voilà. Donc, les féministes ripostent avec les mouvements #NoBras, Free the Nipple, libérer les tétons, qui deviennent des luttes face aux injonctions à se soutien-gorgiser. À Fribourg, où une lycéenne avait été renvoyée, des soutiens-gorge avaient été accrochés en guise de protestation sur toutes les grilles de l'établissement, agrémentés de messages comme « c'est pas notre tenue, mais votre regard qui est inadéquate » ou « mais lâchez-nous les boobs !» Pour conclure, je dirais que pour les soutiens-gorge comme pour tous les vêtements des femmes, le problème c'est jamais le vêtement, c'est les injonctions faites aux femmes à les mettre ou à les enlever. Soutif, voile, pantalon, crop top, la seule chose qui compte c'est le choix d'une femme à en mettre ou pas. Et toute injonction à en mettre ou pas est contraire à la liberté de choix des femmes. Mathilde Larère. Merci Mathilde. On reçoit les soutiens-gorge sur scène. On fait un très beau métier tout de même. Merci Mathilde. Mais reste avec nous, on est toujours avec notre invité Emmanuelle Laborie. Emmanuelle, est-ce que c'est des sujets qui t'inspirent en tant que créatrice? Est-ce que le sujet du féminisme en général est quelque chose qui t'intéresse à traiter au théâtre?
Alors, oui, forcément. Après, évidemment, le signe, d'ailleurs, est intéressant. Le signe lui-même a évolué. Avant, c'était comme ça, féminisme. Donc, littéralement, le vagin au-dessus de la tête, quoi. Ah Pour oui, vraiment le mouvement de la libération de la femme, c'était comme ça, le Alors que MNF. c'est pas pratique. Et... Ou alors faut être très très grand. Ouais. Pour les garçons. Non, je pensais pour faire pipi. Bon, je pensais au Parfois, rapport plus, sexuel. pourquoi pas, si ton partenaire ou ta partenaire est un peu costaud, écoute, ça peut être sympa. Mais non, le signe a beaucoup évolué, je le disais, parce que justement, c'est plutôt la colère des femmes maintenant et le point levé des femmes. C'est vraiment comme ça maintenant qu'on dit féminisme, parce que c'est pour représenter un combat et justement la place par rapport au patriarcat et par rapport au système qui nous oppresse, effectivement. On crache littéralement sur le patriarcat, donc on veut montrer ça. Et oui, bien sûr, ça m'intéresse. Comment est et questionner la place des femmes par rapport aussi au validisme. Nous, c'est aussi une question qu'on traite. Par rapport à un système normé, autoritaire, qui accepte pas la différence, ça fait aussi partie de ça. Et évidemment, dans mon job, je suis une femme et je suis sourde. Et donc, forcément, il y a aussi plusieurs combats. Et il y a pas mal d'autres personnes sourdes, notamment des personnes sourdes racisées, par exemple, qui ont aussi cette intersectionnalité qui est important de parler et qui double un peu toutes ces minorités oppressées, en fait. Donc on a créé justement un spectacle, oui, qui s'appelle Tellement sympa et qui parlait de ça justement, qui parlait aussi des violences conjugales. Et dans la communauté sourde, malheureusement, il y a évidemment des violences conjugales, des violences en général, mais c'était encore plus tabou parce que c'est une minorité invisible. Donc on se disait ah bah non, c'est pas leur fin, ça peut pas exister en fait. Donc c'est très très délicat. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce spectacle. On a voulu vraiment en parler effectivement sur scène. Le théâtre, pour moi, l'art est politique quand même, et ça sert à briser les tabous aussi et de pouvoir parler de tout ça. Et de pouvoir échanger. Donc oui, c'est un combat féministe et oui, je suis clairement féministe. Merci beaucoup, merci Emmanuel pour cette précision et merci à Mathilde. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Si vous nous écoutez depuis un commissariat, après la pub, ce sera la chronique de Pierre-Emmanuel Barré. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, la comédienne, metteuse en scène Emmanuelle Laborie. Et je vous l'avais promis, il est de retour comme toutes les semaines. Le mélange entre le schtroumpf grognon et le schtroumpf farceur, le schtroumpf farnion, Pierre-Emmanuel Barré. Mais oui, on a gagné, on a gagné. On a gagné. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 1297 morts au travail en France en 2024. C'est le pire bilan depuis 20 ans. On est champion d'Europe du nombre de décès au boulot. Yes. C'est pas des chiffres inventés, hein. Je suis pas l'IFOP. C'est un rapport de l'assurance maladie. À droite, ils sont tous là avec leur petite gueule de capot. Les Français sont pas assez productifs. Bah oui, ils sont morts. Ça diminue considérablement les capacités de travail. Hein. Et en plus, c'est complètement faux. On est dans le top 10 mondial de la productivité horaire. Hein, quand les Français sont vivants, ils sont super efficaces. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils soient handicapés. Après, ils sont un peu moins performants parce qu'on est aussi les meilleurs d'Europe en accidents professionnels. 716 000 par an. Hein, si on récapitule, ça fait 4 morts et 2000 blessés par jour. Et il n'y a même pas encore la guerre. C'est pour ça que Macron, il s'en fout de sacrifier les enfants. Il a déjà commencé avec les parents. Alors, quand on regarde dans le détail les statistiques de l'assurance maladie, la 7e va vous surprendre. Pardon. Je passe un peu trop de temps sur les réseaux. Donc, quand on regarde les chiffres de l'assurance maladie, étonnamment, ceux qui meurent le plus en travaillant, c'est pas les patrons. Mais non. Et si, les premières victimes, c'est les manutentionnaires, les chauffeurs routiers et les ouvriers de l'agriculture et du BTP. En fait, les chefs d'entreprise et les actionnaires, ils vivent grâce aux employés. Et après, les employés, ils crèvent. Alors, excusez-moi, mais sur le papier, un patron, ça ressemble quand même vachement à un parasite. Hein. Bernard Arnault, c'est pas un créateur d'emploi, c'est un ver de cul. Le jour de la Révolution... Le jour de la Révolution, il faudra l'attraper avec une pince géante comme ça et le plonger dans une grande citerne de flux vermal. Pourtant, si on regarde BFM ou LCI, on pourrait croire que dans la liste des métiers dangereux, patron, c'est devant journaliste à Gaza, quoi. Ou instituteur à Gaza. Ou plombier à Gaza. Ou n'importe quoi à Gaza, en fait.
Sur les chaînes d'infos, toutes les 5 minutes, t'as un mec avec une cravate qui apparaît dans un coin de l'écran et qui crie « Ce sont les entrepreneurs qui prennent des risques en France !» C'est le même mec qui, à chaque mouvement social, surgit aussi vite que la teub de Morandini dans un casting pour gueuler « Les grévistes prennent les Français en otage !» Enfin, je sais pas si c'est le même, en fait. Avec leur petite face de hyène, là, je les confonds, là. Ils se ressemblent tous, là. Ah, je crois que je suis raciste des gens de droite. C'est fou, là, les ministres, les éditorialistes, les économistes qui disent que les Français bossent pas assez. C'est toujours les planqués qui viennent donner des leçons à ceux qui prennent les vrais risques. Hein. Après, je suis conscient qu'il y a des dangers dans tous les métiers, hein, même pour les gros bourges privilégiés. À tout moment, Jordan Bardella et Sophia Aram, ils peuvent s'étouffer avec le vieux gland fripé à Netanyahou. Et au Sénat... Et au Sénat, ils doivent vivre dans la terreur que Gérard Larcher lâche une caisse. Mais ça reste des métiers confortables, ça va, il n'est pas égoutier, Gérard Larcher. Sinon, il serait mort d'un cancer à 65 ans. Vous imaginez Gérard Larcher égoutier ? Oh, c'est mon caca! Oh, là aussi, c'est mon caca! Là aussi, c'est mon caca! Et regardez là-bas! C'est mon caca qui flotte sur mon caca! Franchement, le jour où Gérard Larcher il quitte Paris, la Seine, elle redevient baignable jusqu'au Havre. Et nous, ici, c'est pareil. Hein, on le sait, on n'a pas un métier périlleux. Le pire truc qui peut nous arriver, c'est qu'il y en ait un qui se brûle la langue avec un café un peu trop chaud, ça va, quoi. C'est pas... Juste derrière, on comprend pas trop ce qu'il dit, il est là... Et après, Guillaume, il fait « C'était la chronique d'Aymeric Lompré !» Merci, Aymeric. Non. Soyons lucides. À la dernière, on a peu de chance de grossir la liste des centaines de milliers de travailleurs tués ou blessés chaque année en France. Mais ne vous inquiétez pas, le gouvernement s'est saisi du problème et on va vers une amélioration des statistiques. Grâce au recul de l'âge de la retraite, 1 fois sur 2, le médecin légiste pourra dire « Tout va bien, c'est pas un accident du travail, il est mort de vieillesse. » On critique. Ah mais en fait, c'est beau le capitalisme, c'est le partage des tâches, c'est l'entrepreneur qui prend des risques et c'est le salarié qui meurt. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Barré en tournée dans toute la France, au Bataclan, à Paris au printemps. Et toujours en librairie, les chroniques de Saint-Roustan. C'est bientôt Noël. Pensez-y, le cadeau qui fait plaisir. Nous sommes toujours avec notre invité, Emmanuel Laborie. On parlait de théâtre, on a parlé politique. Je voudrais qu'on applaudisse encore bien fort nos 2 interprètes qui sont là, Florine Archambault et Julie Seydlitz. Et qui traduisent donc en langue des signes. Et figurez-vous que Aymeric Lompré avait une question sérieuse à poser à Emmanuel. Bon. Eh oui. Ah oui. Non, je voulais savoir s'il y avait des chiffres qui recensent les sourds et les malentendants. Alors, en fait, on parle de entre 5 à 7 millions de personnes sourdes et malentendantes, mais c'est un cocktail, hein, ça mélange un peu tout le monde. Donc il y a des personnes âgées qui perdent l'audition tôt, il y a des personnes qui naissent entendantes et qui deviennent sourdes dans leur vie, il y a des personnes qui sont malentendantes, etc. Donc on a 7 millions quand même de personnes sourdes en France. Et alors, on voit passer des fois sur les réseaux sociaux, il y a des dispositifs qui commencent à être inventés et qui permettent d'entendre. Alors nous, en tant que non-sourds, notre premier réflexe, c'est de dire « bah génial !» Et j'ai vu quelques réactions de personnes concernées qui disaient « mais en fait, non, nous, on n'en a rien à foutre de tout ça. » Quelle est ta position là-dessus, toi ? Ah bah oui. Mais oui, moi-même, en fait... il faut pas qu'on... Enfin voilà, vous parlez encore de l'oreille, tu vois. Non, on veut pas être réparé, alors je pourrais pas répondre auprès de toutes les personnes sourdes, c'est moi, Emmanuel, qui parle là, qui dit. Mais j'ai pas envie de vous ressembler, voilà. Et moi, j'aime bien ma vie, j'ai pas envie d'être comme la norme, j'ai pas envie de devenir valide, j'ai pas envie de devenir comme ce qu'on appelle normal. Moi, j'aime bien comment je suis bien comme ça, voilà, et je me sens bien, vraiment, lâchez-moi la grappe, je me sens bien, voilà. Parfait. Les termes ont été dits. Elle t'a clashé, elle t'a tué. Ouais. Alors, oui. avec ton oreille, là. Je la cache, tiens. Juliette ? Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, c'est du communautarisme ? Waouh ! Alors ça, là, on est une attaque. Mais je mets des petits cœurs autour du... Bah non, mais moi, ça me plaît, le communautarisme. Ah, pardon. Oui, je regarde trop CNews en ce moment, c'est pour ça. Mais enfin, elle est pas musulmane, pourquoi tu racontes ça ? Bah ça, on sait pas, peut-être. Oh là là. Alors,
En fait, ce qui est important, je pense, c'est vraiment de penser que, oui, c'est vrai, on est une communauté sourde, c'est vrai. C'est complexe peut-être. En fait, mais j'ai envie qu'on soit mélangés et la diversité, j'adore ça en fait. Et on est tous et toutes différents, tous les styles. C'est ça qui me plaît en fait. Oui, c'est vrai qu'on est une communauté sourde parce que ce qui est important, c'est de se sentir bien dans sa peau en fait. Et en fait, si on répond toujours à les injonctions qui nous poussent à être comme ça ou comme ci, en fait, on touche au corps des enfants, on touche au corps de gens qui n'ont rien demandé en fait, alors qu'ils se sentaient bien. Et c'est ça qui est pas ok en fait. Lorsqu'on apprend plusieurs langues, par exemple, la langue des signes évidemment, mais moi je me suis toujours dit pourquoi on refuse aux enfants sourds d'apprendre la langue des signes. J'ai jamais compris, par exemple. C'est complètement idiot, en fait. Y a des personnes sourdes qui viennent à l'âge de 30 ans apprendre à IVT la langue des signes parce qu'on leur a privé pendant toute leur vie. Et en fait, pourquoi pas avant, alors que ça coûte rien, dans le sens, c'est naturel, en fait. Alors que les enfants entendants, par contre, les bébés signes, alors ça, c'est génial. Il faut donner de la langue des signes aux petits entendants, parce qu'ils pourront mieux s'exprimer. L'option au bac, elle existe, etc. Donc ça, c'est super, et c'est vrai, c'est génial pour ces bébés, mais pourquoi on ne donne pas aux sourds? Alors ça, j'ai jamais compris. C'est quand même un paradoxe que je vois tout à fait illogique, et je comprends pas où est le problème. Si tous les bébés ont envie de s'exprimer de cette façon-là, et ben c'est super. C'est la langue du partage, exprimons-nous, ou ouvrons-nous sur le monde, quoi. Finalement, c'est pas un truc qui est fermé, au contraire, c'est vraiment pour s'ouvrir. Au contraire, en fait, on veut s'ouvrir aux gens et tout le monde est bienvenu, en fait. Et c'est ça le pont. Il y a un truc qui est un peu contre-intuitif pour nous qui sommes un peu des gros nuls, hein, faut bien le dire. Parle pour toi. Ouais, enfin voilà. Moi, je parlais pas d'Aymeric, qui est bien au courant de ce qui se passe, mais la langue des signes, elle n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'elle change en fonction des pays. Il y a des accents et tout? Ben voilà où je voulais en venir. C'est pour ça que t'as bien fait de parler. Eh ben oui, en fait, c'est la même question qu'on me pose depuis 30 ans. Tu as raison, voilà. Non, mais en fait, oui, on a un peu ce fantasme de se dire que la tour de Babel, c'est un problème. Et qu'en fait, on aurait voulu une langue unique pour tout le monde. Mais c'est un fantasme, en fait. La langue, ça fait partie de nous et ça fait partie de la culture. Alors je comprends qu'on se dise, ah bah oui, la langue des signes, profitons-en. Elle pourrait être universelle, non. En fait, la langue, c'est vraiment propre à chaque pays. Donc vraiment, la langue des signes française, c'est celle que je signe là, c'est pour la France. Il y a la langue des signes japonaise, il y a vraiment la langue des signes par pays. Et effectivement, on a des accents, effectivement. Tu vois, en Bretagne, on a des petits accents bretons. Ah oui, dans le sud aussi, on a des petits accents. Voilà. Ça, c'est la un danse. peu appropriation culturelle, là, Emmanuel. Hein, je l'ai fait pour te faire plaisir. Nord-Pas-de-Calais, c'est quoi? On va demander. Nord-Pas-de-Calais, il demande Aymeric. Ah non, le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas terrible, c'est juste la situation géographique. C'est pas très drôle. Je crois que la situation des Il y avait emplois. le petit Pas-de-Calais, si tu veux faire un petit pas vers l'avant, mais non, c'est le Nord, quoi. Oh, c'est un peu mignon. Parfait, ok, très bien, merci là, si Emmanuel. Tu peux avoir ça, regarde. Pour les précisions, alors comme on parlait de la langue, on va parler un petit peu des histoires, car tu aimes les histoires, tu aimes en vivre, tu aimes les raconter, donc tu vas forcément aimer ce qui suit, car ce qui suit, c'est la chronique de Juliette Arnaud. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Quand j'étais petite, j'avais une super-héroïne. Elle s'appelait Hélène Keller. Et ça fait que plus tard, quand j'ai rencontré les super-héros dans les comics de Marvel, honnêtement, par comparaison, je les ai trouvés un peu mous du genou. Hélène Keller, elle avait une vie plus folle que celle d'Alice, celle du Pays des Merveilles, qui est en gros sa contemporaine, fin du 19e siècle. Sauf que la vie d'Hélène Keller, c'était plus fascinant, à mon sens, puisque son livre à elle, l'histoire de sa jeune vie, qu'elle avait écrit à 23 ans, elle l'avait écrit et elle l'avait appelé « Histoire de ma vie, sourde, muette, aveugle ». Moins de merveilles, clairement, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui, à l'âge d'1 an et demi, suite à une congestion cérébrale, devient sourde et aveugle, et qui, en 1903, publie ce livre, donc, écrit par elle. Alors, Iron Man, on reprendrait pas un petit peu de vitamine C ? Et si Hélène a pu écrire son histoire, c'est parce que, à l'âge de 6 ans, ses parents lui trouvent une institutrice, Anne Sullivan, elle-même malvoyante, formée à l'Institut des jeunes aveugles, ce qui fait dire à Hélène, dans son livre, « La science est amour, lumière, vision sainte ». Anne Sullivan réussit à communiquer avec Hélène avec le langage muet des doigts, de la main à la main. Elle lui écrit les mots dans la main, trouvant le moyen de lui faire associer un mot comme « eau » à la chose, l'eau elle-même, en lui mettant la main sous un jet d'eau. Hélène a la chance d'avoir un jardin où elle peut exercer les sens qui lui restent, le toucher et l'odorat. Elle raconte le parfum des roses, des lys.
la fraîcheur de la rosée à l'aube posée sur ses fleurs, mais aussi son désir impérieux pour tout ce qui fait bruit. Je la cite. « J'aimais à poser la main sur l'échine d'un chat qui ronronnait ou celle d'un chien qui aboyait. Je me plaisais à palper doucement la gorge d'un chanteur ou à toucher un piano pendant qu'on y jouait. » À partir du moment où il y a Anne Sullivan dans la vie d'Anne Keller, donc Anne Sullivan, père aidante avant l'heure, 49 ans d'amitié entre ces deux femmes, Hélène n'est plus que curiosité et appétit pour les choses intellectuelles, avec des questions vraiment hyper fastoches comme « Oui, mais qui a mis du sel dans la mer ?» ou « Qui a fait Dieu ?» Et Anne Sullivan devra trouver des réponses. Hélène sera la première personne sourde et aveugle à devenir diplômée d'une université grâce au braille, grâce à la science et à Anne Sullivan. Et si Mark Twain, le papa de Huckleberry Finn et de Tom Sawyer, qui les connaissaient bien toutes les deux dans la vraie vie, a dit supposément la phrase « They didn't know it was impossible, so they did it ». Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je suis persuadée que c'est à Hélène Keller et à Anne Sullivan qu'ils pensaient. Tout aussi impossible, le long chemin d'Écho. De nymphe maudite chez Ovide, dans les Métamorphoses, au début du 1er siècle, à la super-héroïne Écho de chez Marvel, à partir de 1999. La nymphe Écho chez Ovide allait bien. En gros, elle avait une vie sympa, jusqu'à ce qu'elle soit missionnée par Jupiter pour distraire par d'interminables conversations sa femme Junon, pendant que lui faisait l'abruti avec les nymphes. C'est fou quand même, parce que les gens à haute responsabilité conservent toujours du temps disponible pour faire des âneries. Bisous François Hollande. Junon, évidemment, finit par s'en rendre compte. Punition, Écho ne pourra plus avoir le libre usage de sa voix, sauf à répéter les mots dits par d'autres, et ça participera à la tuer de chagrin. Nota bene, Jupiter, il sera puni de rien du tout. Et puis en 1999, Marvel crée une nouvelle BD avec un nouveau personnage. Elle s'appelle Maya Lopez, alias Echo, créée par David Mack et Joe Quesada. Cet Echo multiplie les chances à la naissance. Autochtone d'Amérique, sourde, et son père est assassiné quand elle est toute petite. Ça s'appelle en bowling un strike. Ce qui ne l'empêche pas de devenir une super-héroïne, une guerrière admirable qu'on voit dans la BD lire sur les lèvres. Et c'est chouette. Quant à moi, dotée d'un prénom légendaire, je ferai inscrire sur ma tombe la question suivante. Que serait Juliette sans Roméo vivante? Juliette Arnaud! Merci Juliette! Qu'on peut retrouver en podcast, ainsi que toutes les chroniques de l'émission et l'intégrale sur la nouvelle application de Nova qui vient de sortir. Je voudrais profiter de quelques instants pour qu'on envoie un maximum d'amour à Rania. Rania, c'est une figure historique de Radio Nova qui traverse des moments difficiles. Donc l'Européen, un maximum de bruit et d'amour pour Rania, s'il vous plaît. Merci. On se retrouve dans quelques instants avec Emmanuel Laborie, mais on va faire une petite pause musicale. Juliette, sur quoi on va twerker? Justement, on va twerker sur un morceau qui fait la joie de quelqu'une à qui je pense très fort. Ouais, c'est complètement perso, ça n'a rien à voir avec vous, je vous dirai pas c'est qui. On va écouter Espresso de Sabrina Carpenter. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, Emmanuel Laborie qui est accompagné de deux interprètes qu'on peut applaudir bien fort encore, Florine Archambault et Julie Seblitz. Et il est 19h36. C'est le moment de notre séquence l'invité de l'invité. C'est notre invité qui a choisi aujourd'hui de nous présenter Shirley Tonghon qui est avec nous. Salut Shirley et bienvenue parmi nous. Tu représentes l'association Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires. Est-ce que, déjà dans un premier temps, tu peux nous présenter ton association? Oui. Alors, association Femmes Sourdes Citoyennes Solidaires, c'est le nom de l'association, FSCS. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Impeccable. Alors, je vous préviens, j'ai pas de texte papier écrit moi en français. J'ai une vidéo en langue des signes en fait, c'est ça mes notes. Ce sont la langue des signes que je regarde en même temps. Ah oui, t'as une vidéo. C'est un peu comme vous, en fait, les entendants, ouais. Vous avez un papier que vous lisez, vous voyez. Vous lisez le papier comme ça, tac tac. Et bien moi en fait j'ai ma vidéo en langue des signes, c'est pareil en fait. C'est un peu le même principe que le papier en français écrit. Voilà. C'est parfait, c'est très bien. Elles ont la même voix avec Emmanuel. C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'il est malin, c'est vrai. Rien ne lui échappe. Non, elles n'ont pas la même voix, Emmanuel.
Donc bonjour à tous et tous, merci de m'avoir invité à présenter mon association Femmes Sourdes Citoyennes Solidaires. Ça fait 10 ans que je suis bénévole en son sein. Et donc nous militons pour le droit des femmes sourdes contre les violences, malheureusement, dont elles sont victimes. En tant que femmes sourdes, nous les accompagnons essentiellement dans l'accessibilité, justement, dans leurs droits. Ça fait 20 ans que l'association existe. La situation des femmes en situation de handicap est très fragile. Il y a 4 femmes sur 5 qui sont en situation de handicap qui sont victimes de violences. L'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir évoque l'idée que 70% des femmes handis sont victimes de violences et de maltraitances diverses. 30% des femmes sourdes et malentendantes sont victimes de violences également. Les femmes, quand on compare les chiffres entre les femmes dites valides et les femmes en situation de handicap, au niveau des violences conjugales, on parle de 19% des femmes valides qui sont victimes, 34% des femmes handis qui sont victimes de violences conjugales. Donc dans notre association, malheureusement, nous sommes totalement invisibilisés dans les médias. Nous sommes une association qui représentons les femmes sourdes. Et malheureusement, les médias ne viennent jamais nous voir, ne viennent jamais discuter avec nous parce que nous sommes sourdes, justement, toutes, et que nous avons besoin d'interprètes en langue des signes. Comme vous pouvez le voir ce soir, Emmanuel a des interprètes qui la traduisent. Et donc, elle peut communiquer avec tout le monde et vous pouvez communiquer avec elle. Et nous, malheureusement, nous ne pouvons pas, faute d'interprètes. Donc, lors d'interviews, etc., nous sommes bloqués parce que personne ne veut prendre en charge l'interprétation en langue des signes française. Ou alors, souvent, on n'y pense pas. Les journalistes arrivent et n'ont pas conscience qu'il y a vraiment besoin d'interprètes. Mais quand on se déplace à la mairie ou auprès des politiciens, c'est le même problème. Personne ne prévoit d'interprète en langue des signes. En fait, il faut penser toujours l'accessibilité, mais à qui paye l'accessibilité, comment ça se passe pour avoir un interprète, et malheureusement, la majorité des gens ne s'adaptent pas à nous. Et donc, c'est pour ça dans notre association, malheureusement, on est complètement invisibilisés. Depuis la loi du 11 février 2005, dont a parlé Emmanuel, donc qui existe depuis 20 ans maintenant, normalement, cette loi devrait faire en sorte que les personnes en situation de handicap et justement des droits, mais malheureusement ce n'est pas encore le cas en France. La société ne s'adapte pas encore à nous, c'est nous qui nous adaptons à la société française, encore et toujours, et nous sommes pourtant nous sommes en 2025, donc c'est vraiment une honte pour la situation en France, mais on peut vraiment dire qu'on est victime de discrimination et que la société vraiment se fiche finalement de nous et notre situation de souffrance que l'on peut vivre. Donc au sein de notre association, parfois on a envie de rencontrer des députés, on a envie de rencontrer des maires, on a envie de... Alors, en général, on propose des rendez-vous et tout le monde nous dit « bah oui, d'accord, sur le principe, c'est formidable, on va se rencontrer », mais quand on dit bah, « il faut un interprète, une interprète », ah non, bah là c'est terrible parce que qu'est-ce qu'on fait, comment on trouve un interprète, qui va payer cet interprète, etc. Donc il y a toujours des motifs de refus. Donc au final, on s'occupe, nous, de prendre des interprètes, de payer les interprètes, on paye toujours tout de notre poche pour aller pouvoir rencontrer les personnes qui sont importantes. Donc c'est vraiment très énergivore de notre côté. Un autre exemple que je pourrais donner, en France, il y a des femmes sourdes victimes de violences, malheureusement. Lorsqu'elles veulent déposer plainte dans les commissariats, il y a toujours des soucis d'accessibilité, parce qu'il n'y a pas d'interprète dans les commissariats de police. Et donc, les personnes ne peuvent accueillir les victimes sourdes. Donc, c'est vrai que, en général, les policiers réclament qu'ils ne savent pas, que ce n'est pas possible. Alors, en général, ils prévoient une date plus tard, ils reportent le rendez-vous, ils essaient de trouver des interprètes, etc. Donc nous, vraiment, on se bat pour qu'il y ait des interprètes. On met à disposition, nous, des interprètes qu'on paye, encore une fois, de notre poche, pour que les victimes puissent aller porter plainte au commissariat, parce que le commissariat refuse de payer les interprètes. Donc bon, la situation est terrible, vraiment, et n'est pas normale. Un autre exemple, on va parfois demander un rendez-vous avec un interprète. Parfois, il y a un interprète sur place qui est là, mais au final, ce n'est pas vraiment un interprète, c'est une personne qui fait office d'eux, c'est une personne qui connaît un peu la langue des signes. Et donc, on se retrouve face à des personnes comme ça, qu'on ne peut pas accepter, en fait, qu'une personne traduise mal ou ne traduise quasiment pas. Lorsqu'on a vraiment besoin d'interprètes, on veut des interprètes diplômés. En fait, dans les commissariats, ils ne vérifient pas qui est là, qui est interprète, est-ce que vraiment la personne est diplômée ou pas. Ils s'en fichent totalement. Donc, heureusement, on continue, en tout cas, nous, toujours à avoir un réseau. On a toujours des interprètes autour de nous. C'est pas facile quand même d'avoir des interprètes disponibles. Un autre exemple, toujours dans des commissariats, en Haute-Savoie, on a une femme victime sourde, presque victime d'un féminicide, qui a failli être assassinée par son mari. Son mari est également sourd.
Et donc le monsieur a été en garde à vue, la femme a été bien évidemment à l'hôpital. Et lorsque la police a eu besoin de faire un PV, faute d'interprète, ils ont pris une amie sourde de la victime qui parlait bien. Donc ils lui ont dit, venez, vous avez qu'à traduire, vous, tiens. Mais cette personne n'était pas interprète du tout, c'était pas une interprète professionnelle, c'est une personne sourde, donc c'est beaucoup d'énergie pour arriver à comprendre ce qui se passe, réussir à traduire, passer dans les 2 langues. Donc c'est pour que le policier puisse faire un PV, mais c'est inadmissible en fait, une situation telle. Donc c'est vraiment même honteux, vraiment, on le répète, pour la France. Merci Shirley pour ton témoignage. Merci, on peut applaudir Shirley. Merci beaucoup, merci pour ton témoignage. Et je conseille aux gens d'aller directement voir sur les réseaux sociaux Femmes sourdes, citoyennes et solidaires. Merci d'avoir été avec nous. On peut encore t'applaudir, Shirley Kong-on. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. C'était que 5 minutes, alors je sais que on m'avait dit 5 minutes. Ouais, alors, je suis désolé. Mais voilà, il me restait 1 minute. Mais le temps file, en plus c'est vraiment honteux parce que je te coupe pour balancer un truc qui contredit l'adage. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. C'est la publicité. La dernière. Nomova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invitée, la comédienne Emmanuelle Laborie. Et elle est de retour parmi nous. Elle vient du plat pays qui est le sien. Pour mettre les pieds dans le plat pays qui est le nôtre, Florence Mendez. Je suis contente, j'ai appris à dire salope en langue des signes. Là, comme ça. Alors, cette semaine, ma chienne a mangé quelque chose de toxique. Elle va bien, rassurez-vous, j'ai très vite repéré les signes. Elle tremblait et bavait, donc je me suis dit, soit elle s'est intoxiquée, soit elle veut devenir pape. Bon. Puisque vous aimez le blasphème, je vous propose aujourd'hui une chronique sur Noël. Ah, Noël, cette période magique qui change les enfants ouïghours en petits lutins du Père Noël. Noël, cette occasion d'entendre ton grand-père te dire, moi, à mon époque, à Noël, on ne recevait qu'une orange avec des clous de girofle. Oui, papy, mais à ton époque, on mourait à 10 ans de la diphtérie, ça donnait pas envie d'investir. Noël, c'est aussi la traditionnelle polémique des crèches de Noël chez nos amis de droite. Leur délire du moment, c'est les crèches dans les mairies. C'est la seule fois de l'année où tu les verras militer pour qu'un couple de migrants venus tout droit du Moyen-Orient puisse s'installer dans leur commune. Prenons par exemple Robert Ménard, qui a refait le coup dans la cour de sa mairie à Béziers, alors qu'il a déjà été condamné à 8 reprises. Il s'en fout, c'est pas lui qui paye les amendes. Et tant pis si sa ville baigne dans la précarité. Les habitants de Béziers, ils sont comme le petit Jésus, sur la paille. Ménard, qui se dit chrétien et qui réclame la fermeture des frontières, il a pas dû lire le passage de la Bible où les parents des Jésus, ils fuient leur pays pour échapper à un massacre et offrir une vie meilleure à leur fils. Après, faut reconnaître qu'avec la crèche dans la cour de la mairie, il respecte la tradition française, celle de laisser dormir les gens dehors, même avec des enfants. Si vraiment Robert c'est un bon cateau, je propose qu'on lui mette une bonne grosse gifle, juste histoire de voir s'il tend l'autre joue. Putain, mais quelle perte de temps! Les gens se battent pour installer des crèches de Noël dans les mairies, alors que ce qu'il faudrait, c'est que les mairies installent des crèches tout court. Bon, ceci dit, si vraiment il faut une crèche, c'est peut-être mieux de la mettre à Béziers plutôt qu'à Bethléem. Bethléem, c'est en Cisjordanie, ça la foutrait mal que le divin enfant finisse déchiqueté par un missile de Tsahal. Tous les antisémites... Tous les antisémites seraient là. Regardez les juifs, ils ont retué Jésus. Bon allez, non, pardon, je blasphème, mais moi le christianisme, j'accroche pas. La Bible, c'est bourré de trucs incohérents, genre Noé, qui transporte des millions de bestioles sans couler, dont des termites, sur un bateau en bois. Voilà. J'ai par contre beaucoup d'admiration pour Marie. J'en ai déjà inventé des excuses pour cacher mes infidélités, mais alors là... Je me demande quand même si en voyant son fils à moitié mort sur la croix, elle s'est pas dit qu'elle avait laissé les choses aller un peu loin. Bon. À Bruxelles aussi, la crèche Grand Place a fait polémique. Les
personnages de la nativité ont été fabriqués à partir de tissus recyclés et ont été représentés sans visage, comme ça tout le monde peut s'identifier. Alors il y a Georges-Louis Boucher, un chef de parti d'extrême droite qui a crié au scandale alors que c'est lui qui a pas de face. Il dit vouloir défendre nos traditions. Le plus drôle, c'est que l'enfant Jésus a été volé. Pour le coup, en Belgique, enlever un enfant, c'est très respectueux de nos traditions. Alors rassurez-vous, il a été remplacé. Ça veut dire que Jésus est réapparu 3 jours après. C'est beau. Voilà, c'est raccord. La prochaine fois, pour éviter les vols et respecter la tradition, moi je dis clouez-le. Alors, plus sérieusement, personne ne veut interdire les crèches, on n'en veut juste pas dans les mairies. C'est une question de laïcité. Et foutez la paix aux musulmans, ils n'ont rien à voir avec ça. J'ai lu la loi de 1905, elle n'est pas écrite de droite à gauche, d'accord ? Bon. Et si t'es mère et que la crèche te manque, dis-toi que c'est un bel hommage au christianisme d'avoir fait une croix dessus. Florence Mendez, merci Florence, qu'on peut retrouver en spectacle à Saint-Étienne le 9 janvier, à Tours, le 19 février, Cholet le 6 mars, à Lyon le 19 mars, et toujours en librairie avec ton roman Accident de personne, puisqu'on parle justement de livres. Nous sommes toujours avec notre invité Emmanuel Laborie. Et Juliette t'a posé quelques petites questions sur tes habitudes culturelles, on va dire. Et je t'ai demandé, Emmanuel, quel livre t'était resté de l'enfance ? Tu m'as répondu Les Trois Brigands de Tommy Ungerer, qui date de 1961, illustrateur français exilé aux États-Unis. Ce bouquin, c'est vraiment le début de la contre-culture dans la littérature jeunesse, puisque les méchants sont pas si méchants, et l'enfant est présenté comme un personnage à part entière, non soumis à l'autorité. C'est un livre effrayant, beau et poétique. Ça, c'est mon souvenir. Toi, quelle part d'enfance a-t-il touché chez toi ? Oh bah, c'est un peu tout ce que tu viens de dire. C'est effectivement ça, les brigands, on a ce cliché-là un peu de se dire c'est forcément des gens méchants, bah non, ils ont un grand cœur, et en fait, finalement, l'enfant veut juste être écouté, être vu comme tel, etc., et pas avoir cette supériorité qui l'étouffe. Et voilà, c'est ça qui m'a beaucoup touchée, parce que justement, on se met à la place de l'enfant et on se rend compte de lui, ce qu'il veut décider, comment il veut décider, et comment ils s'apprennent les uns les autres, finalement. Et c'est ça qui m'a touchée, parce que c'est ça qui est beau, en fait. C'est la preuve que l'amour est ouvert, l'amour est grand, et en fait, c'est le respect, quoi. Voilà. C'est ça, c'est les Beatles. Quel livre, je t'ai demandé ensuite, t'a donné envie de devenir une grande personne ? Putain, j'étais super contente parce que tu m'as répondu un essai qui est comme un roman de Daniel Pénac qui date de 1992. Et cet essai, c'est comment Daniel Pénac n'est pas arrivé aux joies de la lecture avec facilité. L'essai, c'est une entreprise de désacralisation et en même temps une lettre d'amour à la lecture, avec une vraie exposition de nouvelles règles, de nouveaux droits pour tous les lecteurs et les lectrices. Ne pas tout lire, sauter des pages et des chapitres. On a le droit de lire comme Madame Bovary, en tombant amoureuse toutes les 5 secondes. On a le droit de lire n'importe quoi et de trouver ça génial et dans n'importe quelle position. Et il se trouve que 1992, c'est l'année de ton bac. Est-ce que c'est un hasard ? Ah ouais, c'est vrai, c'est disons. Alors en fait, oui, ça m'a. C'est peut-être un hasard, je sais pas, mais moi j'ai toujours grandi j'en parlais dans la privation langagière, la scolarité compliquée, le français compliqué. Ça a été une grande souffrance de me rendre compte que parce que c'était pas ma langue, j'avais des embûches et qu'il fallait forcément que je comprenne le français pour y arriver. Et donc c'est un truc en plus sur lequel j'avais pas de prise, le français oral, littéralement on le voit pas. Et du coup quand je suis rentrée dans ma vie professionnelle, je voulais grandir, je voulais être grande, je voulais vraiment qu'on me respecte. Et du coup ce bouquin, ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit ok, je peux travailler avec ma langue. Bien sûr, le français, ça reste ma langue aussi, mais je peux aussi travailler avec ma langue française, ma langue des signes française, et c'est important de la donner aussi aux petits-enfants, justement, pour qu'ils grandissent de la meilleure façon possible et pas trop tard. Et je pense que vraiment, Pénac, c'est cette histoire-là, lui aussi, il est devenu un âne à l'école, et puis finalement, c'est devenu un écrivain. C'est une revanche, quoi, quelque part. Et j'aime bien cette revanche aussi sur l'académie, le fait que le français, quand on parle bien, c'est forcément qu'on est intelligent, alors que non, en fait, on peut assouplir tout ça, en fait, on peut apprendre différemment, on peut faire son petit chemin, dépasser un peu les embûches, et puis, voilà, aller plus loin, quoi. Et voilà, donc ça, c'était mon déclic, quoi. Pénac, c'était moi. Mais bien sûr que la langue française est magnifique, mais vraiment, je vous assure que la langue des signes, elle est sublime, et je pense qu'on peut vraiment jongler entre les deux, et voilà, c'est ça qui m'a... Non, mais ça y est, tu nous as convaincu, Emmanuel. Je t'ai demandé ensuite quel était le film qui te faisait beaucoup rire, et tu m'as répondu Le Dictateur, écrit, réalisé et interprété par Charlie Chaplin en 1940. Et là, quand même, c'est un petit peu rigolo, Emmanuel, parce que c'est le premier film parlant de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a très longtemps refusé de rentrer dans le parlant. Il voulait faire du muet, et puis il a fini par céder. Et il cède
Des gens disent que pour le dictateur, parce qu'il dit que la parole est un moteur d'absolutisme. Est-ce que toi, qu'est-ce qui t'amuse le plus dans le dictateur? Le film. Oui, pas tellement chez Hitler. En fait, dans le film, Chaplin, c'est vraiment comment il bouge, comment il quand on interprète tout ça, c'est incroyable. Et donc ça, pour nous, c'était hyper marquant. C'est une matière de dingue de le voir évoluer comme ça. Et tout le monde comprend, en fait, justement, même quand il parle pas. Et il est complètement fou, ce type. Et il est complètement décoré de la réalité. Et il dépasse. Et c'est une image hyper forte qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Et je me suis vraiment dit que un tout petit homme moustachu, et en fait son prof était sourd. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important. Parce que Charlie Chaplin, il a appris avec un sourd, avec un prof sourd qui lui a appris à comment manier son corps, comment avoir les codes linguistiques un petit peu visuels pour que ça puisse parler à tout le monde et porter le message. Et donc il a travaillé avec un professeur sourd, et du coup forcément ça a un impact aussi énorme dans ce film particulièrement. Et puis, évidemment, lui, il a créé une grammaire visuelle et aussi inspiré de ça. Et donc, je pense que le dictateur, en plus, malheureusement, c'est très, très actuel. Et voilà, c'est terrible de voir tous ces gens complètement fous qui sont en train de maltraiter le monde. Et voilà, on le voit malheureusement de l'autre côté de l'Atlantique et de tout malheureusement, c'est ces gens qui maltraitent le monde, quoi. Voilà, des gens qui répondent à des injonctions et qui souffrent aussi. Donc, j'ai l'impression que c'était tellement visionnaire que ça me parle et que ça me parle encore aujourd'hui. Voilà. Bien d'accord donc, avec toi. c'est très poétique. Et puis, voilà, il parle de trucs horribles et pour autant, on arrive quand même à voir de la poésie là-dedans. Donc, vive le dictateur, on peut le dire. Merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Il est 19h59 sur Radio Nova. Et il est toujours là où on l'attend. Et même quand on ne l'attend pas, il est là quand même. Le futur responsable du burn-out de nos deux interprètes en langue des signes, Aymeric Lomprey. Ouais. Allez, l'actualité. L'actualité est chaude. Elle est chaude. Comme la lave bouillante, ruisselante du cratère d'un volcan. Quand la terre se réveille, le royaume des hommes s'émerveille. Ses veines coulant le long d'un flanc, aucun ne perdure de son vivant. Ah, c'est pas du poète-poète, là, hein? Bien joué, Aymeric. Bon, je sais tout faire. Bon, bientôt c'est Noël. Alors j'ai deux idées de cadeaux. Il y a mon livre qui sort sur la physique quantique. Ça s'appelle J'ai rien compris, alors j'ai dessiné des zizi. Et si vous n'aimez pas les zizi, il y a un jeu qui vient de sortir, ça s'appelle Fachorama. Faut l'acheter, parce que Laurent Nunez, il a dit que c'était de la merde, donc faut l'acheter, quoi. Pourtant, je suis pas très jeu, moi. Vraiment. En plus, là, c'est un jeu des 7 familles. Je sais pas si vous avez récemment joué au jeu des 7 familles, mais faut vraiment avoir que ça à foutre dans une soirée pour jouer aux 7 familles. Tu passes ton temps à reprendre la carte qu'on vient de te prendre. Là, Loïc, dans la famille Dupont, je voudrais le père. Tiens, Véro. Bon, moi, dans la famille Dupont, je voudrais le père. Tiens, Loïc. Bon. Dans la famille Véro, on joue à autre chose, non? On a qu'à faire un blanc manger coco. Non! C'est un enfer. Vous connaissez blanc manger coco, mais c'est chiant. Putain, tu dois compléter des phrases en essayant de mettre un maximum de gens mal à l'aise, quoi. C'est bien, Olivier, t'as bien jeté un froid en disant je faisais une tarte en doigtant ma sœur. J'étais pas en train de jouer. Bon, dans la famille Dupont, je voudrais le père. Non, blanc manger coco, c'est le plus con qui gagne. C'est pas un jeu, c'est une élection. Mais là, le 7 familles de Fachorama, il a l'air rigolo. Parce qu'il y a des familles rigolotes. Par exemple, il y a la famille On est chez nous, avec des membres de la famille tels que flics racistes de la BAC qui déchirent les tentes de migrants. Et ça c'est rigolo, quoi. Mais pas pour Laurent Nunez, parce qu'apparemment, il a pas trop aimé, donc il a porté plainte contre le jeu parce que ça stigmatise la police. Bien vu, Jamy, bien vu. Et qui est con, putain, mais qui est con. Putain, il a porté plainte contre une chronique, maintenant contre un jeu. C'est quoi la prochaine étape? Contre les caricatures? Ah bah non, parce que je suis Charlie. C'est vraiment un gros chouineur. C'est vraiment un gros... Mais depuis tout petit, il adore porter plainte. Laurent, tu sais, sa mère, elle était là. C'est fini le lait, Laurent, c'est fini. Maintenant, c'est sevrage. Me faire ça le jour du bac. Je porte plainte. Selon une étude, 97% des plaintes déposées en France, c'est Laurent Nunez. Mais que fait la police? Elle enregistre les plaintes de Laurent.
Son avocat, c'est la 7e fortune mondiale, quoi. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de temps libre, Nunez. Normalement, son taf, tu sais, c'est de défendre l'image de la police. C'est pas de défendre l'image de la police, tu sais, c'est faire en sorte qu'elle bosse bien. La semaine dernière, il y a le collectif Nous Toutes qui a révélé que 42% des victimes de violences sexistes et sexuelles par des policiers, c'était quand elles venaient chercher de l'aide auprès de la police. Alors fais attention, Laurent, parce qu'à force d'aller porter plainte au commissariat, tu vas finir par te faire violer. Merci de m'avoir écouté. Émeric Lomprey, merci Émeric. On peut retrouver aussi en tournée dans toute la France avec son spectacle YOLO. On est toujours avec Emmanuel Laborie encore pour quelques petites minutes et ça tombe bien puisqu'on a encore quelques petites dernières questions pour toi, Emmanuel. Alors on va commencer par une question de Pierre-Emmanuel. Tiens. Oui, Emmanuel, est-ce que si on se gratte le nez quand tu parles, c'est considéré comme couper la parole? Bah écoute, ça dépend ce que tu fais. Si ça se voit, moi c'est une vraie langue, donc si ça se voit que c'est pas une langue, non. Il faut que tu apprennes la langue des signes et peut-être tu te rendras compte. Ou alors si vraiment tu veux apprendre la langue des signes et me couper la parole, et bah va apprendre la langue des signes et là tu pourras le faire. Pas mal. Émeric. J'ose plus là. Oui. Oui, je comprends. Je t'aime. Voilà, très bien. Juliette. Emmanuel, avec quels animaux la communication non verbale est la plus aisée? Les chèvres naines, j'entends dans le public. De petite taille, on tu dit. sais que j'ai fait. On déconne, mais dans le film justement, on a travaillé avec des chimpanzés. Et bah écoute, figure-toi que ça fonctionne. J'ai même appris un signe. C'est que ils ont bossé autour de leur bébé. Et ils faisaient ça, comme ça, sur le ventre. Et en fait, non, c'est eux qui berçaient leur nourrisson. Et en fait, on a vraiment essayé de leur dire, mais c'est pas possible, c'est marrant, d'habitude, ils imitent bien le signe humain. Et en fait, non. C'était juste qu'ils faisaient vraiment un autre signe pour eux, dans leur langage à eux de communication, qui était un petit peu verbal, quelque part. En fait, le balancement, c'était plutôt un défi et rentrer en conflit avec l'autre personne. Donc on disait pas qu'on berçait un bébé, on disait qu'on nous protégeait contre soi. Parce qu'en fait, bercer pour nous, c'est doux, mais en fait, non. Donc tu vois, même eux, quelque part, ils avaient une autre langue. Donc voilà. En tout cas, je ne travaillerai plus jamais avec les chimpanzés. Ça fait même des malentendus. Dernière question, puisqu'on parlait de Laurent Nunez. Comment on traduit Laurent Nunez en langue des signes? Est-ce que c'est cuvapis? Comme ça, va te faire foutre. C'est comme ça? Ok, d'accord. Oui, qui ferme sa gueule, je pense. Ok, parfait. Voilà. C'est pour Pierre-Emmanuel, pour qu'il ait quelque chose à lui dire au procès. Merci beaucoup, Emmanuel Laborie, d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci pour ton travail. Merci pour ta générosité, ta gentillesse. Merci à ton invité, Shirley Tong-Hun, femme sourde, citoyenne et solidaire. Merci à nos 2 interprètes, Florine Archambault, Julie Sedlitz, ainsi qu'à toutes les équipes de Trilogue. Merci à Kim Omiri, Florence Mendez, Mathilde Larère, toute l'équipe de l'Européen, Barnabé, Julia, Lindsay, Sonny, Geoffrey pour les belles photos, Malo, notre réalisateur Malo Williams, qui vous conseille Nova Session de Mickey. Restez avec nous, c'est juste après l'émission. Paul à la technique, faites du bruit, toutes les équipes techniques de Radio Nova, Mano, Loris, Ninon, Yona, Christian pour la prod musicale, Colline, Elise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, bon anniversaire Alban, notre rédacteur en chef Ramzi Hassani. Des bisous, des gros bisous à Rania et merci à Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine, amusez-vous bien. Et vivement la dernière.